Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose la synthèse d'une référence, selon moi majeure, le rapport rédigé par Frank Milburn, intitulé « Le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés du Pentagone ». Il est publié par le Centre d'études stratégiques Begin Sadat et l'Université Bar-Ilan. Si vous appréciez le contenu, pensez à vous abonner et au pouce bleu, cela me permet de vous proposer plus de contenu. Début de la synthèse. Le rapport du Sénat. Le rapport commence par rappeler qu'en juin 2020, la commission restreinte du Sénat au renseignement a dévoilé l'existence d'un groupe d'études des OVNI sous l'autorité du Bureau du renseignement des forces navales, successeur du programme d'identification des menaces aérospatiales. Le but de cet article a pour objectif de répondre aux questions suivantes. Est-ce que ces engins mystérieux sont issus d'adversaires proches ou s'agit-il de plateformes technologiques hors du commun déployées par les États-Unis? Quelle technologie est utilisée pour les faire fonctionner? Quelles menaces posent ces engins? Quels sont les découlés géostratégiques? Et enfin, qu'est-ce qui nous est encore caché? Milburn continue avec un bref rappel concernant le rôle du sénateur Marco Rubio, président de la commission, et au secrétaire adjoint à la Défense, David Norquist, numéro 3 de la hiérarchie militaire, chargé de mettre en place le groupe d'études sous le nom du APTF, lui-même sous l'égide des forces aéronavales, et le contrôle du sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité. Le but de ce groupe est d'améliorer la compréhension et la connaissance de la nature et de l'origine des phénomènes aériens non identifiés, en reliant les différents systèmes de récolte de rapports d'observation entre eux qui existent depuis des décennies. Cela n'est pas sans rappeler, selon Milburn, les projets Blue Book, Sign et Grudge, dont les conclusions étaient les suivantes. Aucun OVNI qui a été l'objet d'un rapport et qui a été enquêté et évalué par l'Air Force n'a laissé penser qu'il pouvait être une menace à notre sécurité nationale. Il n'y a aucun indice, mis en avant ou découvert par l'Air Force, que les rapports catégorisés comme non identifiés montraient l'utilisation de développements technologiques ou de principes physiques au-delà de ce qui est concevable dans la somme des connaissances scientifiques contemporaines. Il n'y a aucune indication que ces témoignages d'objets non identifiés aient vu des vaisseaux extraterrestres. Malgré ces conclusions, les recherches scientifiques et militaires continuèrent en secret après 1969. Plus loin, confronté au fait que ce soit la Navy et non l'Air Force qui chaperonne l'UAPTF, Milburn cite Chris Mellon, ancien secrétaire adjoint au secrétariat à la Défense pour le renseignement, où celui-ci évoque l'idée que le fait que les OVNI déjouent la doctrine principale de l'Air Force, voler, combattre et vaincre dans l'air, l'espace et l'informatique, soit une pilule amère à avaler et la marque d'un échec de leur mission principale. Il cite ensuite Luis Elizondo, ancien directeur du programme ATIP, le prédécesseur de l'UAPTF, où celui-ci décrit les OVNI comme étant potentiellement des menaces, car du point de vue du renseignement militaire, ceux-ci semblent s'intéresser de près à nos capacités militaires et surtout nucléaires. Elizondo poursuit plus loin. Quelque chose avec un tel niveau technologique pourrait être une menace, étant donné qu'il lui suffirait de vouloir être une menace pour en être une. Il cite aussi le journaliste Tom Rogan, qui émet l'hypothèse que la Navy rencontre beaucoup d'OVNI, car elle dispose de nombreux armements et bâtiments nucléaires, et que cela les attire. Il continue plus loin. La réelle menace est que ces OVNI semblent capables de désactiver ou détruire des têtes nucléaires. De plus, une mauvaise interprétation de la détection d'un OVNI pourrait conduire à une guerre nucléaire. Milburn poursuit ensuite en citant le docteur Robert Maguire, qui propose de mettre en réseau les systèmes de détection planétaire pour repérer les OVNI par différentes méthodes. Dans le but de tromper. Cependant, le témoignage suivant, celui du docteur Bruce Cornett, montre que cela pourrait ne pas être aussi simple. Celui-ci a en effet filmé un objet de forme cylindrique, disposant d'ailes déployées le faisant ressembler à un Boeing 707, et qui imitait le son de réacteur. De plus, il émettait un effet Doppler inversé pour éviter d'être repéré comme étant anormal. Cet OVNI plus tard s'arrêta instantanément et vira de 180 degrés. Souvent, poursuit-il, ils essayent d'imiter des engins conventionnels, mais ils n'ont jamais réussi à produire un son Doppler valide. Cela validerait les recherches du Dr Sarfati, qui théorise que les OVNI utiliseraient des métamatériaux pour leur fuselage,
utilisant les propriétés d'un Doppler inversé causé par un générateur antigravité. À propos de Cornet, Sarfati propose que ces signatures en ondes sonores de Doppler inversé pourraient être utilisées comme un camouflage, supposant que le pilote est une intelligence artificielle entièrement autonome. Les acteurs. Si la commission du Sénat a expressément demandé à ce que les différentes agences contribuent à l'UAPTF, la NASA et le CTI ont été laissés de côté. À nous ou à eux? La question de savoir si les ovnis sont des exemplaires de technologies non conventionnelles américaines ou étrangères, ou complètement exogènes, peut se poser de différentes façons. En citant Chris Mellon, nous savons que les ovnis existent. Cela n'est plus un doute. La Navy elle-même a déclaré publiquement ce fait, et certains de ses pilotes l'ont déclaré publiquement au New York Times. La question est maintenant de savoir pourquoi sont-ils ici, d'où viennent-ils, et quelle est la technologie derrière ce que nous observons. Plus loin, celui-ci s'appuie sur l'étude des cas récents de rencontres entre la Navy et les UAP, comme le cas de l'OVNI du Nimitz. Étudié par le SCU et rapporté par de nombreux témoins dont le commandant David Trevor, il plaide ensuite pour une modification profonde de la chaîne d'information pour permettre d'avoir une perspective réelle sur l'étendue du phénomène. Milburn continue en citant les différents moyens sur lesquels Mellon a pu faire pression pour faire bouger les lignes depuis l'intérieur du gouvernement. Il cite ensuite le sénateur Marco Rubio, qui, sur CBS, en juillet, présentait les différentes hypothèses concernant les UAP. Si ce sont des engins conçus après des percées technologiques des Chinois ou des Russes, cela présente une menace importante. S'il s'agit d'une espèce extraterrestre, le futur serait moins inquiétant. Mais, il précise, le plus important est qu'ils ne savent pas ce que c'est et qu'ils doivent savoir ce que c'est. Milburn continue en citant le docteur Lanny Cass, qui privilégie plutôt la thèse d'une origine terrestre, en faisant remarquer que l'Occident a toujours eu tendance à rabaisser les progrès technologiques chinois. Mais ce qui intéresse particulièrement Milburn est que le docteur Cass, qui a servi comme conseillère au plus haut niveau de l'État, accepte de parler ouvertement de l'existence des ovnis. Les 5 critères. Milburn soulève cependant le fait que les technologies chinoises sont en grande partie acquises par espionnage aux États-Unis ou achetées en Russie. Il cite le fait que les avions de chasse de 5e génération chinois ont encore des problèmes et sont encore tributaires de moteurs russes. De plus, 5 critères permettent de repérer facilement des ovnis de classe D, les plus intéressants. Ce sont des accélérations instantanées, des vitesses de déplacement hypersoniques, une capacité de furtivité, une capacité de poussée verticale, et la capacité à traverser des milieux dans différents états sans les altérer. Il cite alors le docteur Al Petoff, parlant du cas du Nimitz, où les F-18 ne pouvaient obtenir de verrouillage radar, mais pouvaient repérer les ovnis avec leurs caméras infrarouges, car ils dégageaient de la chaleur. Il mentionne aussi une étude scientifique montrant que les forces d'inertie subies par les ovnis allaient de 100 G à 1000 G, permettant de franchir les espaces séparant les systèmes stellaires en quelques jours ou quelques semaines de temps réel à bord. Plus loin, l'étude précise que ces vaisseaux brisent les lois de la physique telles que nous les connaissons, mais que, au-delà de menaces qu'elles pourraient potentiellement incarner, leur étude pourrait permettre de nouvelles avancées dans la plupart des domaines de la science. Le phénomène est réel. Mellon est du même avis, arguant que l'étude et la compréhension des ovnis permettraient de faire avancer les connaissances scientifiques de centaines de milliers ou même de millions d'années, et par conséquent ne peuvent être issus de recherches russes ou chinoises. Milburn s'appuie ensuite sur les déclarations du Dr Eric Davis, qui a été commissionné pour enquêter sur les cas du Nimitz et du Roosevelt par le Pentagone. Celui-ci confirme la réalité de l'existence d'un programme d'étude des ovnis qui avait continué depuis 2012 et assure de la fiabilité des enregistrements utilisés par le New York Times pour appuyer leurs articles. Milburn poursuit en citant des emails émis par le Dr Davis, où celui-ci confirme à nouveau la réalité des enregistrements et dit penser que ces ovnis sont d'origine extraterrestre. Ces dires sont confirmés par le colonel et docteur John B. Alexander, qui a travaillé avec le docteur Eric Davis. Cependant, pour lui, l'hypothèse d'une civilisation extraterrestre est trop simple.
Le sujet est trop complexe pour être résumé à cela. Il suffit selon lui de dire que ces objets n'ont pas été faits par l'homme pour couvrir le sujet. Il doute que l'UAPTF se soit rendu compte que la simple étude des UAP couvre un problème aussi complexe que le cancer. Voodoo Warriors. Alexander n'en est pas à son coup d'essai. En 1985, il avait formé le groupe de physique théorique avancée pour échapper spécifiquement aux requêtes suivant les canaux de la loi sur la liberté de l'information qui était axé sur les ovnis. Dans ce projet, un réseau de contacts avait été créé pour enquêter sur les ovnis en parvenant au même résultat. Ce programme ATP était lui-même le successeur d'une modification du manuel de l'Air Force qui indiquait quels étaient les facteurs qui correspondaient à un ovni. Et ce, dès 1954. Cette étude se poursuit donc depuis des décennies. Récupération d'épaves. Milburn s'appuie ici sur le témoignage de Luis Elizondo et du docteur Rick Davis dans des déclarations publiques où il disait que des débris d'ovnis avaient été récupérés. Citant ensuite les articles du New York Times, indiquant que l'examen même des matériaux par le gouvernement était classé, il nomme les docteurs Vallée et Nolam comme conduisant activement une recherche sur les débris qu'ils ont réussi à récupérer personnellement. Le docteur Rick Davis a aussi déclaré à Alejandro Ras que lui-même et le docteur Vallée considéraient que ces ovnis se mouvaient en rapport à leur propre conscience, mais disposaient aussi d'un haut niveau technologique et que ces ovnis accueillaient des occupants. Davis poursuit en déclarant que les États-Unis et les puissances qui ont enquêté sur ces ovnis disposent aussi de ces technologies avancées. Mais seuls les individus ayant besoin de le savoir sont mis au courant. Donc la très grande majorité du gouvernement l'ignore. Plus loin, il déclare que le programme de récupération d'épaves a été fermé en 1989 car il n'était pas capable de mener la rétro-ingénierie de ce qui était récupéré. Il pense qu'il le réactive de temps en temps pour voir s'il commence à pouvoir mener cette rétro-ingénierie. Cependant, selon lui, le fait que le secret soit d'aussi haut niveau empêche tout progrès dans le domaine, car les scientifiques ont interdiction de communiquer entre eux. Dans un email, il dit qu'il ne pense pas que ces ovnis brisent les lois de la physique, mais pense simplement qu'ils dépassent ce que nous pensons possible avec notre physique actuelle. La menace. Plus loin, Davis explique que la motivation derrière ces recherches est la peur que les moyens technologiques des ovnis se tournent contre nous. Ils ont déjà, pour lui, montré que leur capacité militaire était considérable en coupant les systèmes de guidage des têtes nucléaires lors des rencontres des silos nord. Et surtout, cela s'est reproduit lors des années 60 et 70. Il cite ensuite le cas de Corrales, où des ovnis auraient attaqué et tué des villageois en utilisant des armes à énergie au Brésil. Il rappelle qu'ils ne font que jouer à cache-cache avec nous. Peut-être sont-ils en train d'étudier notre progrès technologique. De toute évidence, ils ne sont pas humains, donc selon lui, nous ne devons pas attendre d'eux qu'ils pensent comme des humains. Et s'ils se retournent contre nous, nous sommes finis, selon Davis. Il est rejoint en cela par le docteur Sarfati. Cependant, le colonel Alexander ne le pense pas, car leur avance technologique est telle que s'ils avaient décidé de nous éliminer, ils auraient pu le faire depuis longtemps avec un agent biologique. Ils n'auraient pas eu besoin de vaisseau. Davis reprend en indiquant que leur mission, à lui et à Alpetov, n'était pas d'enquêter ou d'expliquer l'UAP rencontré par le Nimitz, mais d'extrapoler si, à partir de 2050, la science aurait pu rattraper son retard et si nous disposerions d'un niveau d'ingénierie permettant de reproduire les capacités techniques de l'UAP qui avait été observé. Dans un email à Davis, le colonel Alexander précise qu'il sait que To Star Academy n'est pas une opération sous couverture et que si le groupe de Davis s'intéresse particulièrement à l'aspect menaçant du phénomène, c'est parce que cela permet de débloquer des fonds et qu'il en ferait autant tout en regrettant que les progrès que nous pourrions faire dans les technologies civiles restent du coup inaccessibles. Milburn poursuit en s'appuyant sur le témoignage du commandant Davis Trevor. Théocube, les technologies du tic-tac. En commençant par une citation d'Alcubierre, qui avait théorisé un moteur capable de se déplacer en déformant l'espace-temps, Milburn donne ensuite la parole à Sarfati, qui explique que de telles technologies peuvent aussi servir à détruire des planètes,
et qu'il est nécessaire que nous les développions nous-mêmes pour être capables de nous protéger au cas où les ovnis deviendraient hostiles. Il s'appuie ensuite sur le témoignage du lieutenant Ryan Graves, un pilote de FA-18, qui décrit comment des ovnis apparaissaient dans leur espace d'entraînement, non pas pour quelques minutes, mais pour des heures, voire des jours, sans montrer trace de consommation d'énergie. Il poursuit en racontant comment le même ovni les a ensuite suivis le long de la côte est des États-Unis, puis lors de son déploiement au Moyen-Orient. Dans son rapport, le SCU calcule que l'OVNI du Nimitz a pu atteindre des vitesses de 168 000 km/h, avec une trajectoire parabolique requérant autant d'énergie que l'explosion d'une tête nucléaire toutes les secondes. Puis, Milburn interroge Sarfati sur les nouvelles applications que l'utilisation de ces niveaux d'énergie pourrait débloquer. Sarfati pronostique ensuite qu'il sera nécessaire d'arriver à construire des engins pilotés par des intelligences artificielles autonomes, de la même façon que, pour Sarfati, les ovnis sont des intelligences artificielles autonomes. Quand celui-ci est interrogé par Milburn sur la façon dont l'OVNI a réussi à prédire les emplacements des points de rendez-vous secrets des avions de chasse du Nimitz, celui-ci répond qu'aucune hypothèse ne peut être écartée, voire qu'elles peuvent être combinées entre elles. Toujours selon ce dernier, l'étude des propriétés physiques des métamatériaux, similaires à ceux trouvés sur des sites de crash d'OVNI, serait la solution à de nouvelles mathématiques permettant de débloquer des niveaux d'énergie plus grands. Milburn propose ensuite d'utiliser un sixième critère, l'altération de l'état physique du corps et du cerveau par l'action d'un ovni, due à sa capacité à générer des radiations, en s'appuyant sur les travaux du Dr Kit Green. De plus, l'utilisation de fréquences d'énergie générées par le réacteur de l'OVNI pourrait lui permettre de créer des effets de champ à proximité, et même de moduler ces effets pour aboutir à agir à distance sur la matière physique, et ainsi empêcher le milieu d'interagir avec lui en se basant sur l'analyse du Dr Paul Hill. Avis britannique. Milburn poursuit en citant un rapport déclassé de 2006 par le commandement de l'armée de l'air britannique, où les ovnis sont déclarés ne présentant pas d'intérêt certain pour la défense nationale, mais pourraient être porteurs d'un certain nombre de technologies qui, elles, pourraient avoir un intérêt pour la défense nationale. Il cite là aussi les effets des radiations et des champs d'énergie. Le rapport poursuit plus loin qu'il n'y a aucun indice permettant de dire que les ovnis ont des intentions hostiles, mais que des tentatives d'interception par d'autres nations des ovnis ont provoqué des pertes. Le rapport recommande donc qu'aucun chasseur n'essaye de pourchasser un UAP lors d'une interception, et qu'au mieux, il est préférable de les placer dans le sillage du chasseur. Plus loin, le rapport déclare qu'il n'est pas possible d'éliminer l'hypothèse que les ovnis viennent de l'espace et qu'il est peu probable qu'ils aient été faits par la main de l'homme, car leur niveau technologique est à la limite de ce qui peut être imaginé avec les moyens actuels. La piste russe. Milburn continue en citant Robert Hastings, qui, dans son rapport au NICAP, analyse l'incident de Boyolo-Korolevice, dans lequel un ovni en forme de disque a survolé une base abritant des missiles nucléaires pendant un long moment. Pendant cette période, un certain nombre de ces missiles se sont activés par eux-mêmes et préparés au lancement. Cependant, après 15 secondes, ils sont revenus à la normale. D'après le rapport britannique nommé précédemment, les Russes ont eux aussi perdu 2 pilotes en essayant d'abattre des ovnis qui étaient en train de survoler leur territoire, et les définissent donc comme étant des menaces certaines. Milburn donne ensuite la parole au Dr Alpetov, qui a obtenu un fichier nommé FUD3, un très volumineux dossier datant de l'ère soviétique et listant les programmes d'études des ovnis. Il a ainsi pu voir que les interrogations étaient identiques des deux côtés du mur, et les Russes s'inquiétaient à l'idée que les ovnis représentent une nouvelle technologie américaine, de la même façon que les Américains s'inquiétaient que ce soit une nouvelle technologie soviétique, mais partageant le même espoir que leur étude pourrait débloquer de nouvelles technologies. Cependant, le colonel John Alexander ne pense pas que la Russie, la Chine, ou quiconque travaillant sur ces technologies n'arrive à les utiliser avant longtemps. Descendre un ovni. Milburn continue en interrogeant le docteur Sarfati pour savoir s'il existait un moyen de détruire un ovni. D'après lui, le champ d'énergie pourrait atteindre des intensités telles
que rien de l'extérieur ne pourrait y pénétrer. Si des rumeurs existent comme quoi des ovnis pourraient être descendus par l'utilisation d'armes générant des impulsions électromagnétiques, le colonel Alexander avait déclaré en 2017 au Huffington Post que cela n'avait aucune chance de se produire. Pour la bonne raison que dans les années 80, il était le seul à travailler sur ces armes et qu'il leur avait été impossible de le faire à ce moment-là. Encore moins dans les années 50. Durant les années 60, dit-il, des armes laser avaient été installées, mais leur portée était extrêmement limitée et aucune n'était opérationnelle à cette époque. Il considère l'idée ridicule, étant donné les conditions que doivent pouvoir affronter les ovnis dans le vide spatial. Il est d'ailleurs interloqué du nombre de sites de crash reportés et ne trouve pas de relation logique entre une civilisation extraterrestre ou non, très avancée, et le fait qu'elle soit faillible au crash alors que nous-mêmes disposons de systèmes automatiques de vol, déclare-t-il dans son livre « OVNI, mythe, conspiration et réalité ». Le docteur Sarfati, lui, considère dans un email que des ovnis équipés de générateurs de type Alcubierre pourraient se cracher sans entraîner d'effets dévastateurs, mais resteraient extrêmement dangereux. Entité non humaine. Milburn commence ici par faire le constat qu'il est peu probable qu'il n'y ait qu'une seule origine aux ovnis, étant donné la variété des engins et des témoignages décrivant leurs occupants. Il poursuit en supposant que les rares qui pourraient connaître la nature réelle de ces occupants pourraient se trouver dans des programmes classés à accès restreint, mais il doute que même eux connaissent toute la vérité. Après avoir listé les solutions possibles permettant leur existence, biologique, clone, artificielle ou une combinaison de technologies et de vivants, il s'appuie sur une interview du Dr Davis où celui-ci affirme qu'une chose est absolument connue, ils sont ici, mais qu'ils refusent de communiquer d'où ils viennent. Puis il cite le colonel Alexander. Concernant l'hypothèse extraterrestre, je n'en suis pas fan. Comme vous le savez, de mon point de vue, elle est trop simple. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vraies rencontres avec des entités. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des comptes rendus de rencontres entre des humains et des entités non humaines douées de conscience tout au long de l'histoire humaine et dans presque toutes ces cultures. C'est le fait qu'ils arrivent dans des petites boîtes de métal qui est relativement nouveau. Puis Milburn fait référence au livre de Ian Sanderson, Uninvited Visitors, A Biologist Looks at UFOs. Puis au livre de David Marler sur les ovnis triangulaires, dans lequel le colonel Alexander conclut que les ovnis sont étrangers à la technologie humaine, mais pourraient avoir une origine spatiale, temporelle ou dimensionnelle. Milburn remarque alors que les premiers témoignages d'ovnis en forme de triangle remontent au début des années 1890, une époque précédant les frères Wright, l'Air Force et Lockheed Skunk Works, qui sera le laboratoire d'où naîtront les nouveaux types d'engins de type furtif. Milburn suit ensuite Louis Elizondo, qui raconte que son programme d'étude des menaces aériennes avait accès aux informations relevant de l'origine des engins, mais que le problème était que personne ne connaissait la réponse à cette question. Elizondo poursuit en précisant qu'il y a un vrai problème de dénomination entre extraterrestres, interdimensionnels, superterrestres ou ultraterrestres. Alexander continue, lui, en décrivant une recherche qu'il a menée auprès de Needs au Skinwalker Ranch sur les phénomènes conscients précognitifs. Sa mission était d'examiner les témoignages sur un site historiquement connu pour ses apparitions diverses, à propos d'une mutilation de bétail qui s'était déroulée à 300 mètres dans la ligne de vue directe d'un fermier. Il conclut, aussi étrange que cela paraisse, la meilleure explication que nous ayons est que la mutilation s'est déroulée en fait dans un autre lieu et que le corps a été ensuite renvoyé. Seules deux possibilités le permettent. Un ovni invisible ou une interaction avec une autre dimension. Or, les deux dépassent notre entendement. C'est un des cas où le PCP s'est trouvé être complètement responsable et absolument malin. Répondant à Milburn, Alexander précise ensuite « Tom, le directeur du ranch, a été sérieusement attaqué. Ce n'est pas la première fois. Le cas brésilien où des ovnis ont commencé à tirer sur des gens sur une île est probablement le plus connu. Le concept du trickster est répandu presque partout et apparaît dans de nombreux mythes. Je pense qu'il faut que nous regardions l'ensemble des observations et que nous essayions d'en extraire des données dans leur ensemble. Concernant votre question sur l'origine des ovnis, toutes les réponses sont possibles. De mon point de vue, il y a une composante relevant de la conscience.
Cependant, cela ne veut pas dire que certaines interactions n'ont pas pris place dans une réalité telle que nous la connaissons. Dans mon livre, je rappelle que le phénomène est terriblement complexe et en dehors de notre capacité humaine de compréhension. Cependant, étant donné les ressources infimes que nous consacrons à sa recherche, je ne pense pas que nous parvenions à percer ce mystère d'ici peu. Mais je pense que nous devrions essayer. Concernant la variété des formes des ovnis, le colonel poursuit « Nous observons tout, de petites boules de lumière à des engins de plusieurs kilomètres, et des milliers de variations entre les deux. » Il pense par ailleurs que cela va à l'encontre d'une espèce extraterrestre. Les docteurs Sarfati et Masters, professeurs de biologie anthropique, avec une spécialisation dans l'évolution anatomique de l'homme, considèrent que l'origine des ovnis proviendrait d'humains mais du futur. Ce dernier, dans son livre Identified Flying Objects, propose cette théorie. Tant que je travaillais à devenir un professeur de biologie anthropique, il me devint de plus en plus évident que ces aliens sont en fait réels, et qu'ils doivent faire partie des hominidés. Et de façon évidente dans le futur de notre position actuelle dans l'axe du temps. De la même façon que nous nous interrogeons sur notre passé, pour nous comprendre mieux, on peut supposer que ces aliens du temps essayent aussi de se pencher vers leur propre passé évolutif par l'utilisation d'un outil très sophistiqué, le voyage dans le temps. Milburn clôt le chapitre par un commentaire, considérant que les intentions et les objectifs des entités non humaines, si nous savons ce qu'elles sont, pourraient occuper un long article en entier. Accès aux informations. Le chapitre suivant couvre les récupérations possibles d'épaves d'OVNI par le gouvernement américain. Milburn pose une série de questions découlant de cette affirmation, mettant en contraste tout ce qui est encore inconnu au moment de l'écriture de son rapport. Il se demande aussi quel est le statut des enquêtes menées à titre privé par des ufologues, tels que Leonard Stringfield. Il pose ensuite la douloureuse question des tentatives d'interception des ovnis par des forces armées, et les pertes qui en seraient issues. Il cite à ce propos le livre de Frank Freschino Shoot Them Down, en s'appuyant sur le livre aussi de Richard Dolan, UFOs and the National Security State, ainsi que sur le témoignage du sergent de marine de l'USS Nimitz, Patrick Hughes. Ces types de rencontres lui font penser à l'idée d'une dissimulation. Il cite alors l'interview des journalistes du New York Times, Leslie Kean et Ralph Blumenthal, par Jay du Project Unity, dont vous pouvez trouver une traduction illustrée sur Explorer dans le lien au-dessus de l'écran. Dans cette interview, Leslie Kean déclare que s'il y a eu des essais de rétro-ingénierie, il ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de progrès. Elle déclare aussi que, des recherches qu'elle a faites, elle ne pense pas que quiconque sache quelle est la provenance réelle de ces ovnis. Une autre question posée par Milburn est de savoir quelle est la personne qui dirige ces programmes de recherche. Comment est-ce qu'ils sont financés et quels actes illégaux ont-ils couverts? Sont-ils organisés par le secteur privé? Il cite alors les documents Wilson, dont l'origine fait encore débat, mais qui pour lui sont authentiques. Il propose cependant un système de classification des sources, allant de A à F pour sa fiabilité, et de 1 à 5 pour la confirmation par d'autres sources. Il part aussi du principe qu'une source anonyme ne peut être utilisée qu'au titre de théorie et de supposition, de même que le oui-dire n'est pas une preuve. La révélation. Il étend ses commentaires à ceux se cachant derrière une confortable anonymité, n'ayant rien à perdre et appelant To the Star Academy à témoigner ouvertement sur tout ce dont ils ont connaissance, au risque de condamnation, de révocation de leur niveau de sécurité et de fin de carrière, alors qu'ils ont investi la plus grande partie de leur vie à l'intérieur. Pour Milburn, tout le monde n'est pas un Edward Snowden. De plus, il trouve que cela amplifie les théories plaçant TTSA comme une agence de désinformation ou de valve permettant de limiter la vitesse de la révélation des secrets autour des ovnis. Il s'étonne cependant que si TTSA est une couverture, l'ancien directeur du programme de recherche sur les menaces aériennes avancées, Luis Elizondo, n'aurait pas publiquement parlé de cela sur Twitter. La désinformation n'a jamais tenu le choc du temps. Le film The Phenomenon renforce la dissimulation dont j'avais été mis au courant et dont vous étiez tous victimes. Et de plus,
il y a beaucoup plus que juste ces vidéos et ces photos. Et je pense que plus le temps passe, plus d'éléments sortiront au grand jour. La vérité, imaginez que vous soyez celui qui détient tous les secrets et que vous réalisiez qu'en fait, vous ne connaissiez rien. Et que votre patron non plus. Et maintenant, considérez le fait que Chris Mellon a eu le travail de garder ses secrets. Mais que ce secret spécifiquement, on lui a refusé de le connaître. Est-ce illégal? Est-ce éthique? Est-ce qu'ils font bande à part? Mais Mellon a décidé de s'y attaquer sérieusement, jusqu'à ce qu'il trouve le bureau qu'il cherchait. Imaginez la frustration et la colère qu'il a ressentie quand il s'est rendu compte qu'il y avait réellement un bureau des ovnis dans le Pentagone. Chris a essayé pendant des années, en vain, butant à chaque fois dans des cul-de-sac. Mais son obstination a payé. Il a finalement réussi à trouver ce qu'il cherchait. C'est probablement pour ça qu'il tient tant à dire la vérité. Il a été victime des dissimulations à une époque. Christopher Mellon fait partie de la révélation, pas de la dissimulation. Il a tout mis en jeu, y compris sa réputation. Mais l'information a été étouffée. Je sens encore l'action des groupes qui font partie de la dissimulation. Et peut-être un jour l'histoire me jugera comme ayant fait partie de cette dissimulation. Peut-être que j'aurais dû en parler plus tôt. Peut-être que j'aurais dû en dire plus. La liste des possibilités est infinie. Milburn cite ensuite le sénateur Harry Reid, qui, dans le même documentaire, The Phenomenon, déclare « Pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il dissimulé ces informations? Mis des freins sur tout arrêté. Je pense que c'est très très mauvais pour notre pays. » Lorsque le réalisateur lui demande s'il pense que des preuves n'ont pas encore vu la lumière du jour, Reid répond que selon lui, la plupart des preuves n'ont pas vu la lumière du jour. Là-dessus, le Dr Davis répond que tout ce que l'on raconte à propos d'une révélation planifiée ou d'une confirmation, ce ne sont que des théories conspirationnistes sans aucun sens. Et l'une des premières hypothèses pour l'expliquer est que la plupart des gens ne sont pas assez informés. Selon lui, le gouvernement des États-Unis est un ensemble tellement grand et complexe, avec certaines parties secrètes, d'autres publiques, et certaines secrètes l'une vis-à-vis de l'autre, à cause de la compartimentalisation. Il n'y a, selon lui, aucune coordination, planifiée ou non, concernant la révélation d'informations sur les ovnis. Tout cela a été inventé par une minorité vocale de célébrités de l'ufologie, car c'est comme cela qu'ils vendent les tickets de leurs conférences sur les ovnis. Selon Milburn, une révélation de toutes les connaissances du gouvernement au sujet des ovnis, si certains l'appellent de leur vœu, pourrait ne pas être dans le meilleur intérêt du pays. Dans le cas où tout serait révélé, comment le gouvernement protégerait-il ses avancées technologiques, ses dispositifs, ses capacités, ses moyens de communication avec les entités non humaines, les possibles actuelles et anciennes activités illégales, d'autres programmes d'ailleurs qui pourraient être en cours ou ayant existé, sans compromettre les États-Unis. Milburn reprend plus loin, de façon certaine, tout programme secret devrait être sous la supervision de membres élus de l'État, et les activités illégales devraient être jugées en tant que telles. Mais ce serait très loin d'une révélation totale au monde entier des secrets les plus enfouis des États-Unis. Personne de sain d'esprit dans le domaine de la défense ou du renseignement ne voudrait un effondrement de type Snowden, Assange, Manning à une échelle cosmique qui favoriserait les ennemis de l'Occident. Mais cette considération est difficile à comprendre, ou même justifiable, pour ceux qui ne se sont jamais occupés de menaces envers la sécurité nationale. Ceux qui ont des envies personnelles, et ceux qui, tout simplement, manquent de capacité de jugement critique et de raisonnement. De toute façon, poursuit Milburn, les informations les plus intéressantes que fournira l'UAPTF seront mises dans une annexe classée qui abritera les sources, méthodes, dispositifs et capacités. Il cite ensuite le Dr Davis sur les programmes à accès restreint. Ceux-ci sont extrêmement coûteux à maintenir. Et laissez-moi vous dire, le coût pour maintenir une information, le personnel et la sécurité d'un programme à accès restreint peut être d'un facteur 10 le coût du programme lui-même. Le but d'un programme noir avec un accès restreint est que vous devez limiter l'information et la surface de contact de cette information au plus petit nombre possible dans le but de produire le plus de protection contre l'espionnage par l'ennemi. La révolution quantique des intérêts militaires. Milburn parle ensuite dans ce chapitre de la nouvelle course à l'armement auquel se livrent les superpuissances,
en s'appuyant sur les témoignages du Dr Sarfati. Selon lui, l'enjeu d'une percée des technologies quantiques est immense, aussi bien dans le domaine civil que militaire. D'après Milburn, le dernier rapport sur les développements militaires et intérieurs de la République populaire de Chine montre que celle-ci vise comme objectif le renouvellement de la nation chinoise à l'échéance de 2049. Une autre façon de dire qu'il faut avoir dépassé les États-Unis d'ici là. En fixant par ailleurs des points temporels à 2020 et 2035 concernant les transformations militaires clés. D'après lui, le rapport de la DIA, prévoyant les technologies disponibles en 2050, devient ainsi plus signifiant. Les États-Unis doivent rester en avance de ces ennemis terriens, tout en essayant de contrer des menaces d'autres mondes. Il cite ensuite le sénateur Reid dans une de ses lettres adressant le sujet du programme ATIP au secrétaire adjoint à la Défense. À la fin, les résultats du programme ATIP ne bénéficieront pas qu'au gouvernement des États-Unis. Mais je crois qu'ils bénéficieront aussi au département de la Défense de façon à ce que, tout simplement, nous n'avons pas encore imaginé. L'approfondissement de nos connaissances sur ces technologies et l'accroissement de nos capacités doteront les États-Unis d'un avantage distinct face à toutes les menaces étrangères et permettront aux États-Unis de maintenir leur position en tant que leader du monde. Milburn poursuit en décrivant de probables tentatives d'espionnage de la part de la Chine, puis cite le colonel Alexander qui interprète l'absence de réponse à sa lettre au secrétaire adjoint à la Défense comme un manque d'intérêt du Pentagone pour ces sujets. Et il pense qu'ils se contenteront du minimum pour répondre aux demandes du Congrès. Plus loin, il exprime l'opinion que, quel que soit le côté que l'on examine, que ce soit dans les programmes officiels ou secrets, il y a une concurrence pour obtenir des financements. Certains arrivent à en profiter plus que d'autres, mais personne n'a de ressources illimitées. OVNI et démons. Dans ce dernier chapitre, Milburn fait une analyse sociologique des membres de l'élite qui dirigent l'armée. Il est rejoint en cela par Davis, qui déclare que le fait que tous les chefs civils et militaires aient été éduqués comme des chrétiens évangéliques ou d'autres cultes, les pousse à considérer les ovnis comme étant démoniaques. Milburn reprend, citant Mellon sur le sujet, qu'il serait tragique et ironique que nous nous rendions compte que certains de ces engins soient en fait russes ou chinois, et que nous n'avons pas enquêté dessus parce que quelqu'un a pensé que c'était des démons. Il cite ensuite le colonel Alexander, disant en substance que des a priori religieux et l'admission de l'incapacité à expliquer les données collectées rend difficile le partage d'informations. Fin de la synthèse. Ce rapport est extrêmement riche et le résumé est presque impossible. Chaque segment du texte étant déjà une synthèse très poussée d'un domaine entier. J'ai choisi ce document sur recommandation de Christopher Mellon, qui, je cite, le considère comme un bilan extraordinairement éclairé sur les enquêtes du gouvernement américain à propos des ovnis, fait avec un soin méticuleux à partir de sources publiques et en posant les bonnes questions. Mellon conclut en espérant que les membres du Congrès américain continueront à chercher des réponses de la même façon que Milburn l'a fait. Christopher Mellon est lui-même l'ancien directeur du comité restreint au renseignement, puis a été au service des opérations sur la sécurité et le renseignement, et enfin secrétaire adjoint à la défense et au renseignement. Il a été en grande partie responsable de la diffusion officielle des vidéos qui ont servi de preuve à Ralph Blumenthal et Leslie Kean, leur permettant d'écrire les articles du New York Times. Ce sont eux qui ont placé les ovnis dans les médias majeurs au cours des 3 dernières années. Il est l'une des 3 sources que, personnellement, je considère complètement fiables dans le domaine. Le document dont je vous ai fait la synthèse a été revu et publié par le Centre Begin Sadat de recherche stratégique, un groupe de réflexion non partisan s'intéressant à la recherche sur les politiques du Moyen-Orient et international concernant la sécurité et la politique étrangère. Il est intégré à l'université Bar-Ilan, la 2e institution académique d'Israël. Ce document est donc une des rares ressources validées académiquement que l'on peut citer. Frank Milburn est un conseiller britannique dans les domaines de la stratégie et de la conduite de projet sur les zones de crise, à partir de son expérience d'officier des services de renseignement. Il est diplômé des établissements de Sandhurst et de la London School of Economics. Il est l'auteur de plusieurs articles d'analyse géopolitique et économique. Ce dossier est le résultat de 3 années de collecte de documents et d'interviews et 1 an d'écriture. J'ai choisi ce document car il a été diffusé en décembre au milieu d'autres parutions et annonces grandiloquentes. Du coup, il a été en grande partie ignoré.
Il est, de mon point de vue, une des plus importantes ressources officielles sur le sujet des ovnis. Les sources de toutes ces recherches sont dans la description de la vidéo et renvoient à plusieurs milliers de pages de texte et des heures d'interview. Bien sûr, ce document a été écrit par un ancien officier du renseignement pour un centre d'études stratégiques. L'ensemble du texte est donc orienté sur cette approche, qui est par ailleurs assez similaire à celle utilisée par To The Star Academy, qui a permis la transmission des vidéos de la Navy au New York Times. Merci à toutes et à tous, au prochain épisode.